Bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans un nouveau portrait MP3. Ce soir, nous accueillons Oncle Sam. Oncle Sam, merci d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu? Ah bah, ça va, et toi? Bah nickel, nickel. Merci pour celles et ceux qui ont rejoint ou vont rejoindre le vocal en live. N'oubliez pas de couper votre micro si vous arrivez un peu plus tard. Donc, Oncle Sam, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas ou pour ceux qui te connaissent déjà? Oui, bien sûr. Bah déjà merci du coup pour l'invitation, hein, ça fait super plaisir, hein. Il n'y a pas de souci. C'est un plaisir d'être là. Et alors du coup, je vais essayer de faire le plus simple possible. En gros, je suis un créateur audiovisuel anonyme, dans le sens où je suis dans ma petite niche. Et ça va faire presque 10 ans maintenant que j'écris des histoires, que je crée des histoires, que je les raconte sous différents formats. Euh, j'ai commencé, en fait, j'ai toujours aimé tout ce qui était cinéma, livres, tout ça, tu vois. Depuis très longtemps, en fait, la fiction me passionne. Tout simplement parce que le monde réel m'ennuie, en fait. On en fait vite le tour et la fiction, ça permet vraiment d'élargir ses horizons. Et moi, j'ai toujours eu l'âme d'un créateur et puis j'ai toujours voulu raconter des histoires. Après, quand j'étais petit, c'était un peu plus compliqué. Mais je me suis vraiment lancé dans le truc il y a presque 10 ans maintenant. Donc, mon premier vrai scénar, je l'ai commencé en 2013. Et, euh, et puis de fil en aiguille, ça a mené à là où je suis aujourd'hui, où j'ai créé du coup plein d'histoires interconnectées dans ce que j'appelle un univers transmédia. Parce que du coup, mes créations ont touché beaucoup de médias. Donc j'ai fait des web-séries, j'ai fait des courts-métrages, j'ai fait des fictions audio, j'ai écrit des romans, je suis en train de préparer une BD. Donc j'ai touché un petit peu à tout. Et puis voilà, ça c'est la version rapide. Ok, très bien. Alors, je voudrais savoir, est-ce que, avant de te lancer, du coup, dans tous ces différents médias pour laisser exploser ta créativité, est-ce que tu es passé par quelconque école de cinéma, licence ou quoi que ce soit, ou c'est vraiment venu comme ça au fur et à mesure, où tu t'es juste pris dans ton univers et puis tout est parti de chez toi, quoi. Non, je n'ai absolument fait aucune étude dans le domaine-là. Je pense que le vrai point d'orgue de tout ça, au départ, quand j'étais au lycée, avec mon meilleur ami de l'époque, en fait, on était tombé, on aimait bien tourner sur Skyblog, je sais pas si tu as connu ça. Euh, Un petit peu. et on aimait bien tourner, parce que Skyblog, c'était le truc hype de l'époque, hein, c'était l'ancêtre de Facebook, on peut dire ça. Et en fait, on était tombé sur un blog où il y avait des jeunes qui avaient fait une espèce de parodie de Star Wars, mais en fait, eux, ils s'amusaient surtout à faire un petit scénario. Mais en fait, c'était justifié pour Star Wars parce qu'il y avait des sabres laser juste. Mais le truc, c'est que c'était une histoire, en fait, ils appelaient ça un blog photo, où du coup, en fait, ils prenaient des photos et ils mettaient en fait, ils faisaient des mises en scène avec des photos. Donc, c'était une scène qui prenait genre 12-13 photos pour mettre une action en place. Après, ils mettaient les effets sur les sabres laser, ils mettaient des bulles de dialogue avec du texte et tout. Et puis, en général, c'était des trucs complètement débiles. Le nom, il me semble que c'était Street Wars à l'époque. Donc, le truc, il est très, très vieux. Je parle de ça, c'était il y a 15-20 ans presque. Et en fait, avec mon meilleur ami de l'époque, on a voulu faire un truc similaire et on a créé Calamity Wars, qui est donc malheureusement j'ai perdu quelques-uns des épisodes, mais en gros on avait fait une espèce de bloc photo où on s'était amusé à créer une espèce de scénario débile qui se prenait pas au sérieux avec des sabres laser. Et en fait, ce projet-là m'a donné envie du coup de faire des trucs comme ça. Et le problème, c'est que bon, voilà, à l'époque, j'étais au lycée, j'avais l'école et tout, j'avais mon groupe de musique, donc qui prenait aussi beaucoup de temps, donc je pouvais pas vraiment me lancer trop là-dedans, mais j'ai toujours été fasciné par ce genre de choses. J'avais fait aussi un peu de photos quand j'étais plus jeune, juste pour le fun. Et c'est vraiment quand, en fait, je suis pas, en fait, en 2013, je suis parti donc à Nîmes pour faire une formation de testeur de jeux vidéo à l'école Créageux. Et en fait, un des ateliers, il fallait qu'on mette en place un pitch de jeu vidéo. Et donc, en gros, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un pitch où j'ai imaginé en fait deux amis qui se retrouvaient coincés dans un jeu vidéo et ils devaient évoluer en fait dans des mondes qui rappelaient en fait des franchises connues. Donc, le premier c'était Matrix, le deuxième c'était Star Wars, et à la fin il y avait une fusion des deux et ça partait un peu en sucette. Et donc, le nom du jeu à l'époque s'appelait Project Glitch. Et en fait, le truc c'est que donc quand je suis rentré de la formation, mon meilleur ami donc actuel, il est venu chez moi. On avait déliré un peu sur le projet, parce que je lui ai montré ce que j'avais fait. Et puis d'un coup, je lui ai regardé et pour délirer, je lui ai dit, mec, viens, on fait une web série, on s'éclate avec ce scénar-là.
Et donc en fait, c'est parti de pas grand-chose. Et puis après, du coup, j'ai remanié le scénario pour faire un truc un peu plus abordable au niveau de la technique, parce que forcément, bah, comme tout amateur au début, il n'y a pas de budget, il n'y a pas de matos, donc on fait avec les moyens du bord. Et, c'était un projet super fun. Alors, c'est le projet pour lequel j'avais le moins de budget, mais ironiquement, c'est celui dont je suis le plus fier. Parce que même maintenant, quand je le regarde, donc les épisodes, on les a tournés en 2014. Donc il y a eu deux reruns, parce que bon, voilà, je t'ai pas les détails, il y a eu des problèmes de production et avec mes chaînes YouTube. Donc j'ai fait une rerun en 2018, mais en D'accord. gros, on a tourné les épisodes en 2014. Ok. Et même encore aujourd'hui, quand je les regarde, je m'éclate, parce que je sens même moi à quel point on était passionné par le truc. On était là pour s'éclater, mais on s'est vraiment donné à fond. Malgré les limitations budgétaires, techniques et humaines, on a vraiment fait au mieux pour vraiment faire transparaître l'idée qu'on avait derrière le projet. Et là, à la base, en fait, ce que j'avais prévu de faire, c'était de faire 3 saisons de cette série. J'avais une ligne directrice au niveau du scénario qui menait à un dénouement assez épique. Le souci, c'est que, alors comme j'ai dit, j'ai eu des problèmes de production avec une des personnes en fait qui était avec moi sur le projet, qui ont fait que le projet s'est un peu terminé en cul de poule, dans le sens où j'ai pété un plomb et j'ai un peu annulé le truc et j'ai fait une fin ouverte qui a, entre guillemets, en fait, mis la clé sous la porte pour le projet. Le truc, c'est que moi, après ça, en fait, j'ai pris une année ou deux, je crois, pour réfléchir à ce que je voulais faire. Et j'avais quand même envie de faire des nouveaux projets, donc j'ai laissé tomber du coup le scénario étendu de Projet Glitch, et j'ai voulu mettre en place en fait une nouvelle web série qui s'appelle Histoire courte, où en fait l'idée de base c'était du coup de créer des vidéos courtes, donc de vrais courts-métrages, des trucs qui font genre 2, 3, 4 minutes, voire 5 minutes max, où je mettais en fait en scène différents personnages et des situations, mais chaque épisode n'avait rien à voir avec les autres, c'est-à-dire que c'était des histoires décousues. Tout se passait dans le même univers, mais il n'y avait aucun lien. Le seul lien qu'on pouvait éventuellement voir, c'est que par exemple dans l'épisode 4, on pouvait voir dans le fond de l'écran le perso de l'épisode 1 marcher, par exemple, juste pour dire, ah, lui, je l'ai vu dans l'épisode 1. Puis il n'y a pas d'interaction, tu vois, c'est vraiment des histoires indépendantes, décousues. Et Alors, le souci, c'est que moi, du coup, en tant que créateur, mon cerveau, il travaille à plein régime H24. Et ma compagne, donc du coup, à l'époque, elle m'avait suggéré de faire un petit épisode où on pouvait introduire en fait un élément un peu surnaturel avec des sorcières. Donc c'est elle qui avait écrit l'épisode à l'époque. Et le problème, c'est que moi, je suis parti en vrille totalement au niveau du scénario et j'ai créé en fait une espèce de multivers. Et, euh, et de ça, en fait, ça a mené du coup à une fin dans cette web série qui était un peu trop en fait grande pour ce que c'était. Et c'est là que je me suis retrouvé un peu bloqué, parce que ce que j'avais pensé pour le scénario pour la suite, ça aurait été impossible à faire en fait en IRL. C'est-à-dire que non seulement j'avais pas du tout les moyens pour faire un truc vraiment très quali, parce que mes caméras elles étaient vraiment à chier, j'avais pas les compétences nécessaires pour faire de la VFX poussée. Donc je me suis dit putain, mais comment je vais faire pour raconter la suite de mon histoire? Et ben c'est là qu'en fait je me suis tourné vers la fiction audio. Et du coup c'est là en fait que j'ai mis en place ma première fiction audio qui s'appelle Les Chroniques de Zach Patton, où en fait du coup j'ai voulu jouer un peu, enfin surfer on va dire un peu sur l'idée du concept du multivers, parce que la science-fiction c'est quelque chose qui me fascine depuis que je suis tout petit, hein. Tout ce qui est multivers, voyage temporel, tout ça, j'en suis obsédé, hein, j'ai envie de dire presque. Et le truc c'est que je me suis servi de ça comme excuse pour justifier en fait la création d'histoires qui partent vraiment dans tous les sens. C'est-à-dire que par exemple dans les chroniques de Zach Patton, donc Zach Patton c'est le personnage que moi j'incarne à travers tous mes projets. Donc son meilleur ami, du coup, il se fait tuer pendant l'histoire courte, et du coup, il veut trouver une solution pour le ramener à la vie, sauf qu'il en a pas. Et donc il y a Demetora, c'est une sorcière du coup qui est issue du coup des scénarios de ma compagne, qui du coup devient copain avec lui, et en fait, elle lui file un anneau temporel pour revenir dans le passé et essayer de le sauver. Sauf qu'en fait, faire ça, de voyager dans le temps, c'est un crime. Et du coup, dès qu'il arrive, en fait, il se fait chasser du coup par les dragons du vent. Donc c'est un clan qui protège le temps entre guillemets. C'est c'est un clan géré par du coup donc la reine Ténéris, qui est du coup un des personnages centraux de mes histoires, qui du coup punit ceux qui voyagent dans le temps de manière illégale. Sauf qu'il arrive à s'enfuir et il voyage à travers le multivers. Et c'est-à-dire que là, du coup, j'ai réussi à mettre en place en fait des épisodes où à chaque fois, Zach il arrive dans un monde complètement différent et où le contexte du monde est complètement ouf. C'est-à-dire par exemple, le premier monde dans lequel il arrive,
C'est un monde futuriste où il y a des dinosaures qui tirent des lasers, il y a des cyborgs partout, enfin ça part un peu vraiment en sucette. Et le monde d'après, par exemple, il arrive dans un monde où il y a que des femmes, il y a plus d'hommes sur Terre, il y a que des femmes. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc il y avait une vingtaine d'épisodes, et en fait, cette saga, elle a... En fait, moi, le truc, c'est que moi, j'aime pas. J'aime bien quand les grandes sagas comme ça, ou les histoires un peu épiques se terminent mal, dans le sens où j'en ai marre de voir toujours le gentil gagner. Enfin, je prends toujours l'exemple, par exemple, d'Harry Potter. Alors, désolé pour ceux qui connaissent pas, je vais peut-être un peu vous spoil. Et je pense qu'à ce rythme-là, enfin à ce niveau-là, je pense que vous connaissez Harry Potter. Grande Donc à la partie fin, des gens connaissent, donc je pense que ça devrait aller. Du coup, Harry Potter, il arrive à vaincre Voldemort. Et du coup, bah, voilà, le héros, il gagne. Moi, personnellement, je déteste cette fin, je la hais. Pourquoi? Parce que après tout ce qui s'est passé dans la saga, pour moi, la meilleure fin, ça aurait été que les deux, ils meurent. Le héros et le méchant. Surtout, Faire... Oui, dis-moi. surtout qu'en plus, genre, c'est quand même une saga qui est vachement, enfin, qui devient vachement sombre vers la fin, quoi, qui s'assombrit de plus en plus et comment dire, psychologiquement, les personnages, Ah, ils prennent cher, ouais, ils littéralement. prennent cher et c'est totalement Hmm. décroissant au fur et à mesure. Donc effectivement, d'avoir une happy end. Bon après, c'est plus pour, imagine la Warner pour le cinéma. Après, c'est des trucs pour enfants, ados. Donc après, ils ont dû adapter aussi, je pense. Bah oui, non, mais c'est clairement ça, c'est une histoire d'argent de toute façon. Bah, après, c'est clairement dommage, hein, parce que je veux dire, moi c'est mon ressenti, hein. Je pense que la fin de la saga, elle aurait été absolument divine s'ils avaient fait mourir le héros qui se sacrifie en tuant le méchant, tu vois. Bah, Ça clairement, aurait été épique. Ça aurait été absolument plus épique que la fin qu'on a eue. Après, voilà, moi je suis pas là pour critiquer, c'est juste un exemple que je donne pour justifier le fait que moi, en fait, dans ma saga audio, j'ai fait en sorte que la fin elle se passe mal. Non seulement du coup pour changer un peu la donne par rapport à ce qu'on peut avoir l'habitude de découvrir dans des projets comme ça, mais aussi en fait pour me permettre du coup de laisser une porte ouverte à de futurs projets. Donc en fait, en gros, à la fin, bon, je spoil un peu, mais bon, voilà, il y a beaucoup à traverser pour le comprendre. En gros, Zack Patton, il devient méchant et il décide en fait de supprimer tous les mortels du multivers. Et donc ça, du coup, les trois projets que je viens de te décrire, donc Projet Glitch, Histoire courte et les Chroniques Zack Patton, ça fait partie de ce que j'appelle l'acte 1. Parce que je me suis un peu basé en fait sur le mode de fonctionnement donc du Marvel Cinematic Universe où en fait ils font tout ça en phase, tu vois, et puis les projets ils sont interconnectés entre eux, il y a des personnages qui sont liés, etc. Et du coup, là, on est arrivé à l'acte 2. Et en fait, quand j'avais fini du coup cette fiction audio, j'étais encore en train de réfléchir à ce que je voulais faire pour la suite. Et c'est là que je me suis dit, bah, ce qui serait intéressant, ça serait de développer tous les mondes que j'ai mis en place dans la fiction audio. Genre le monde futuriste, le monde où il n'y a que les hommes. J'avais créé un monde aussi où du coup l'humanité a été éradiquée par une mutation animale aléatoire. Un monde un peu futuriste, cyberpunk, des trucs comme ça. Et donc du coup, je me suis dit, bah, je vais écrire des romans. Je vais faire une série de 10 romans, en fait, qui vont être centrés, du coup, sur chacun des mondes que j'ai créés. Et le héros principal, qui a été découvert dans la saga MP3, développer un peu son histoire, lui faire traverser des péripéties. Et en fait, cette grande saga, elle mène, en fait, à la réalisation que tous ces héros-là, ce sont des élus qui vont devoir, du coup, affronter donc Zack, qui est devenu Chronozack, en fait, en gros, je résume grossièrement, hein. Ils vont devoir, du coup, affronter Chronozack pour l'empêcher de détruire le multivers. il est devenu le temps en fait. C'est lui qui est devenu le temps, quoi. Alors, c'est pas vraiment Non? ça. On va Ah dire ok. en gros que son esprit a été fusionné avec celle du dieu du temps Chronos. En gros, c'est ça. Ok, d'accord. Et du coup, donc à la fin du tome, donc il y a 10 tomes en fait. C'est des petits tomes, hein, c'est des petits romans qui font une centaine de pages. D'accord. Même pas parce que du coup, les versions imprimées, il y a eu des réductions de pages. Mais en gros, il y a une grosse intégrale de 10 tomes en 750 pages. Et à la fin du dernier tome, donc les héros de l'équilibre, donc tous les héros se réunissent du coup pour affronter Chronozack, sauf il est absolument trop puissant. Et personne ne peut l'arrêter. Et la seule solution qu'ils ont en fait pour empêcher la fin du multivers, c'est de générer ce que j'ai appelé un reboot. En fait, dans mon multivers, il existe des cristaux, ça s'appelle les cristaux de l'équilibre, qui permettent justement en fait de générer ce reboot. Et le reboot, en gros, ce qu'il fait, c'est qu'il efface tout le multivers, mais il le redémarre à zéro pour effacer en fait tous les problèmes qui peuvent survenir et qui peuvent mener à la destruction de l'univers. Donc, c'est une pratique un peu horrible dans le sens où on tue toute vie dans le multivers, mais au moins ça permet d'échapper à la destruction définitive de tout ce qui existe. Et en fait, le truc, c'est que quand il génère le reboot, Chronoza qui s'interpose avec ses sentiments négatifs, ça fait une énorme explosion. Le reboot a lieu, mais il n'a pas lieu correctement. Et c'est là que ça mène à l'acte 3 qui est en fait en cours en ce moment, où j'ai créé du coup une nouvelle web série qui s'appelle L'Interface. Et en fait, Zach Patton, il se réveille dans cette interface, c'est une interface digitale dans laquelle il y a une IA qui s'appelle l'administratrice, qui elle, son rôle en fait est de
terminer ce reboot pour relancer le multivers. Mais sauf que là, vu que Zach Patton, il est comment dire, il est impliqué dans ce reboot-là, c'est à lui en fait de gérer ce reboot et de terminer en fait du coup les préparatifs. Sauf que vu que en fait ça fout tout en l'air, le nouveau monde qui est créé donc pendant l'interface, et ben en fait il est complètement instable parce que c'est une fusion de tous les univers qu'il y avait avant. Et du coup, ça crée une réalité, enfin, c'est une aberration qui ne tient plus en place et qui, en fait, va disparaître au fil du temps. Donc, c'est assez complexe, hein, c'est très décousu, mais quand on suit bien l'histoire et qu'on regarde tous les projets à la suite, on comprend où ça va. Je pense qu'à ce niveau-là, je me suis assez bien débrouillé pour bien l'expliquer. Mais en gros, du coup, Zach, actuellement, il est coincé dans l'interface. Il peut rien faire pour en sortir, à part, du coup, écouter les conseils de l'administratif. Donc, il faut regarder, du coup, la web-série pour bien comprendre. Mais j'ai aussi créé, du coup, des projets qui s'imbriquent dans ce nouveau monde qui est complètement instable, dont, du coup, Elamona, qui est un court-métrage. Alors, ça, c'est un projet bonus que j'avais pas prévu de faire à la base. Mais j'ai voulu le faire parce que je voulais me remettre un peu derrière la caméra. Et du coup, j'ai rappelé les copains qui sont dans le projet, qui ont bossé avec moi sur mes anciens projets. Et je voulais juste faire un truc un peu décousu, un peu plus comique, parce que le problème, c'est que mes projets, on m'a toujours dit que mes projets sont trop sérieux, qu'il n'y a pas assez d'humour. Le problème, c'est que j'arrive pas à écrire de l'humour. J'ai beaucoup de mal à écrire ça. Donc, le petit court-métrage, il dure une vingtaine de minutes. Il est assez sympathique. Et ça mène, du coup, donc, à ma dernière fiction audio, dont tu fais partie d'ailleurs, qui est sortie, du coup, début octobre, qui s'appelle Star Master Tempête Galactique. À noter, du coup, que cette fiction audio aussi, c'est un projet bonus. Je n'avais pas prévu de le faire. Pourquoi? Parce qu'en fait, à la base, je voulais faire juste 3 projets. L'interface, donc la web série qui est centrée sur Zach Patton et les conséquences de ce qu'il a fait dans l'acte 2. La BD donc, qui s'appelle Ténéris et les jumelles Star Master, qui du coup explique comment Ténéris elle a réussi à survivre au reboot et ce qu'elle va faire du coup pour essayer de sauver l'univers. Et donc mon roman actuel que je suis en train de terminer qui s'appelle Démétora et le cercle du trèfle, qui est en fait centré sur Démétora, donc la sorcière qui a aidé Zach au tout début des projets, qui elle aussi a traversé le reboot et qui doit aussi trouver une solution de son côté pour sauver le multivers. Donc ça, c'était vraiment les 3 piliers de l'acte 3, mais j'ai du coup rajouté une fiction audio. Pourquoi? Parce que la BD, en fait, sur Ténéris, elle rencontre les jumelles Star Master, d'accord, qui sont les 2 personnages que j'ai créés pour la fiction. Et le truc, c'est que je suis instantanément tombé amoureux de ces personnages que j'ai créés et je voulais développer un peu leur histoire. Je savais pas quelle forme prendre et je me suis dit, bah, tant qu'à faire, je vais faire une dernière fiction audio, je vais faire un gros truc. Et c'est là que j'ai monté un scénario donc du mono que j'ai sorti, qui dure 2h06 du coup, un gros morceau, Gros où bébé. j'ai réussi, un gros bébé, voilà, où j'ai réussi à bien développer les personnages et j'en suis très très fier parce que du coup, j'en suis encore plus amoureux maintenant. Donc, au niveau de la chronologie, donc c'est maintenant qu'il faut le découvrir. Là, il ne reste plus qu'à faire sortir du coup la BD et le livre qui sortiront début d'année prochaine. Suite à quoi, du coup, il y aura le dernier épisode de l'interface qui est vraiment donc le point final de tout ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'en fait, pour faire simple, l'acte 3, il est décousu dans le sens où les différents projets, ils s'imbriquent entre certains épisodes de l'interface. C'est-à-dire que par exemple, dans l'ordre de découverte de l'acte 3, il faut d'abord regarder donc les 4 premiers épisodes de l'interface. Ensuite, on regarde le court-métrage et la Mona, parce que ça explique un peu en fait, ça explique un peu ce qui se passe dans l'interface. Ensuite, on regarde du coup les épisodes 5 à 7 de l'interface. On repasse à la fiction audio. Ensuite, c'est les épisodes 8 à 9 de l'interface. Là, après, on peut passer à la BD et le livre. Et ensuite, il y a le dernier épisode de l'interface, l'épisode 10, donc qui sortira pas avant février ou mars de l'année prochaine. Bon, il est déjà tourné, il est fini. Hein, c'est juste qu'au niveau de mon planning de sortie, il faut du coup qu'il sorte après tout parce que il y a des références aux autres projets que si je sors l'épisode maintenant, les gens qui regardent, ils vont pas comprendre. Oui, il y a une chronologie Donc, à respecter du coup, il voilà, faut attendre un petit peu. c'est ça. Et donc, du coup, en fait, ce dernier épisode, c'est vraiment, du coup, comment dire, le, le point final des 3 actes des 10 dernières années de mes créations. Alors, c'est techniquement la fin, dans le sens où moi, en fait, je me suis trop épuisé à créer tous ces projets pour un tas de raisons dont je vais pas forcément m'étaler ici. Disons que c'est juste que je suis épuisé mentalement, j'ai plus envie de faire des projets comme ça. Mais malgré tout, l'histoire n'est techniquement pas terminée à la fin de cet acte 3. Il me reste un dernier projet, en gros, qui va du coup mener à la véritable fin de l'histoire, hein, parce que toute histoire mérite une fin. Et moi, je suis quelqu'un qui, quand il commence quelque chose, il va jusqu'au bout, il le termine. C'est juste que là, j'ai besoin vraiment de faire une pause, parce que mentalement, j'arrive plus à suivre, j'en ai marre. Ouais, Mais le truc, c'est que
Oui, dis-moi. Non, non, j'allais dire, vaut mieux frustrer un peu les gens au niveau de la date de sortie plutôt que te frustrer toi et de te dégoûter de ce que tu fais, quoi. Donc, Bah, c'est ça, parce que surtout en plus, cette frustration, elle peut mener du coup à des problèmes de création. Donc, si le projet après il est empathique et que c'est nul, tu vois, ça vaut pas le coup. bah oui. Après, sur le papier, moi, ce que j'aimerais bien faire, parce que comme j'ai dit au début, c'est un univers transmédia, d'accord. Mes projets, ils ont commencé avec une web série, ça a enchaîné avec une fiction audio, ça a enchaîné avec des romans, c'est revenu sur des courts-métrages. Là, je suis en train de finir une BD, un nouveau roman. Et le truc, c'est que moi, il y a deux formats que j'ai jamais touché, c'est le long métrage et le comics. Le long métrage, à la base, ça devait être des Métora et le Cercle du Trèfle. Je voulais que cette histoire ce soit un long métrage. Le problème, c'est que bah, c'est très 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 compliqué par rapport à un court ou un moyen métrage au niveau budgétaire, au niveau humain, au niveau matériel. C'est extrêmement difficile. Surtout que mon histoire, elle est assez complexe au niveau VFX et au niveau du coup bah, de tout en gros. Et le problème, c'est que donc j'ai réfléchi pendant presque un an à trouver une solution pour réussir à le faire, mais ça me faisait des boules au ventre. J'étais pas bien, je ne dormais pas la nuit. Et quand j'ai décidé de laisser tomber et de transformer l'histoire en roman, tout de suite ça allait mieux. Et c'est là que j'ai su que c'était le bon choix à faire. Que malheureusement pour moi, le long métrage, ça sera un format que je ne pourrai pas faire tout de suite, ou peut-être même pas du tout. Parce que c'est vraiment un trop, trop, trop gros investissement et mentalement, il faut réussir à suivre la cadence. Par contre, j'aimerais bien pouvoir réussir à faire un comics de la dernière histoire. Donc le dernier projet s'appelle Spiritus Maximus, qui raconte en gros du coup les dernières péripéties de Zack, Ténéris et Demetora pour sauver le multivers. Le problème, c'est que je ne sais pas dessiner. Engager un dessinateur, ça coûte 17 reins et 14 bras minimum. Donc, je suis encore en train de réfléchir à la question. Peut-être que moi, je vais essayer de me mettre au dessin, d'apprendre à dessiner, mais un truc comme ça prend des années. Ouais, ça prendra beaucoup de temps. Euh, Et ça coûtera déjà peut-être aussi moins cher d'engager des illustrateurs, tu vois, même débutants, etc., que d'effectivement de prendre des VFX qui coûtent plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc, Bien sûr. Alors après, le problème, c'est que moi, à ce niveau-là, bon, moi personnellement, je ne peux pas me permettre de me dire que je suis un pro dans la matière, parce que c'est pas du tout le cas. Moi, ma politique, c'est que si moi je ne peux pas faire mieux que quelqu'un, je ne vais jamais dire que ce qu'il fait c'est nul. D'accord. Ça, c'est ma politique. ouais, mais clairement. Et c'est pour ça que je me permettrai jamais de faire des critiques. Même si effectivement, par exemple, sur 100 personnes, il y en a 99 qui disent qu'un truc il est nul, moi je le dirai pas si je peux pas faire mieux. Pour moi, ça, c'est une logique de laquelle je ne me séparerai jamais. Par contre, au niveau personnel, je suis extrêmement difficile en termes de dessin. C'est-à-dire qu'il y a des styles de dessin, même s'ils sont bien, je ne les aime pas parce qu'ils ne me tapent pas dans l'œil. Et l'exemple que je peux prendre là tout de suite, ce sont les comics Spider-Man. Alors, du coup, le dessinateur actuel des comics, je vais essayer de te trouver le nom rapidement là, pendant l'interview sans faire perdre trop de temps. Non, mais t'inquiète, y a pas de souci. Son style de dessin, je le déteste, mais il dessine très très bien. Le mec, c'est un très très bon Ah dessinateur. oui, non, mais Il a 45 ans d'expérience derrière lui. Le mec, c'est un pro, mais je déteste son style de dessin. Par contre, à côté de ça, j'ai découvert du coup. Alors attends, parce que si j'arrive juste à retrouver le nom du mec. Donc le dessinateur actuel, c'est Wells. Il me semble que c'est Wells, il s'appelle Wells. ok. Par contre, il y a un tome que j'ai découvert du coup, donc c'était l'année dernière. Alors si je me trompe pas, le dessinateur c'est Jed McKay. C'est Mary Jane et Black Cat, donc ça se passe aussi dans l'univers de Spider-Man. Les dessins sont d'une beauté absolument divine. Et c'est quelque chose comme ça que, si par exemple moi je devais avoir mon propre comics, j'aimerais que les dessins aient cette qualité-là, tu vois. Mais après, ça, c'est vraiment un avis personnel. Je suis pas en train de dire que le mec là, il dessine mieux que l'autre. Parce ils ont chacun leur qualité, leur façon de dessiner. C'est juste que moi, en fait, ce genre de dessin, ça m'a tapé à l'œil. J'ai vraiment apprécié, en fait, les traits, etc., les couleurs. Et pour moi, c'est quelque chose comme ça que je voudrais. Le problème, c'est qu'atteindre un niveau comme ça, c'est extrêmement difficile parce qu'il y a énormément de détails, ça prend du temps et tout. Et moi, je sais pas si j'aurai la capacité de réussir à atteindre un niveau-là. Et le problème, c'est que si je trouve quelqu'un qui a ce niveau-là, ça va coûter une blinde. Donc, c'est pour ça que là, pour l'instant, je suis en train encore de réfléchir à une solution pour ce projet. Au pire des cas, je peux toujours en faire un roman, parce qu'écrire un roman, alors je vais pas dire que c'est simple, mais c'est beaucoup plus accessible que de faire du dessin ou de créer des métrages. Tu vois, Ouais, niveau budget, tu, c'est tu- beaucoup plus accessible aussi. bien sûr. Puis tu te mets devant ton fichier Word, t'écris. Après, au pire des cas, voilà, tu mets un peu de sous de côté, tu t'engages une correctrice, un correcteur, donc un truc comme ça. Tu vois, il y a pas de problème. Après, si tu décides de t'auto-éditer, en général, les prix sont assez abordables. Mais dans tous les cas, le projet, il peut prendre forme. Tu peux écrire ton histoire, tu peux la modeler comme tu veux.
Parce que, voilà, si tu as les sous pour t'acheter un ordinateur, tu installes Word et puis c'est parti, tu écris toutes les histoires que tu veux. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Donc c'est pour ça que si jamais je dois laisser tomber l'idée du comic, je peux toujours me rabattre et en faire en fait un dernier roman, un dernier vrai roman. Alors vu la densité de l'histoire que j'ai prévue, à mon avis, il faudra que je fasse une trilogie de 500 pages. Mais on verra bien, j'y suis pas encore. Donc voilà, en gros, c'est ça tout ce que j'ai fait. Alors bon, après, j'ai fait d'autres petits trucs à côté, je me suis éclaté, j'ai fait des petites vidéos de danse parce que moi, j'adore danser. Bon, maintenant, je danse plus parce que je fais 110 kilos et je suis asthmatique. Et Mais à l'époque où j'étais. quel genre de À danse, du l'époque. coup? Alors, le truc, c'est que moi, j'adore danser, j'adore faire le singe, à gesticuler comme un abruti. Mais en fait, moi, j'ai grandi avec Just Dance. Tu vois, les jeux de Just Dance, je pense que tu connais. Oui, oui. Et aussi, quand j'étais plus jeune, euh, j'ai été dans une comédie musicale. Bon, j'avais pas fait beaucoup de danse, mais il y avait quand même un travail de groupe qui était conséquent. Et quand j'étais au lycée, pour les 100 ans de mon lycée, on avait fait du coup une série de. En fait, on a fait. Enfin, c'était pas une comédie musicale, mais en gros, on avait sélectionné une dizaine de musiques. Et du coup, avec les filles de ma classe et du collège, on avait fait du coup des chorégraphies. Et en fait, on était 21, j'étais le seul mec à danser. Mais moi, j'ai toujours aimé danser quand j'allais en boîte de nuit ou que j'étais dans des soirées ou que c'est quoi. J'enflammais le dance floor parce que voilà, j'adore ça. Parce que moi, personnellement, en fait, je pense que la danse, couplée à la musique, bien évidemment, c'est vraiment les deux seules choses qui vont toujours mettre tout le monde d'accord. Peu importe s'il y a la guerre ou des maladies ou la mort ou des trucs négatifs, si tu fais danser quelqu'un, tout va mieux. Et ça, pour moi, c'est une vérité qui est immuable dans le monde entier. Peu importe où tu vas, la danse pourra toujours te sauver. Et ça, c'est mon avis personnel. Je pense que c'est un fait. Et du coup, moi, les jeux de Just Dance, moi, j'adorais, je les ai tous fumés. Bon, la qualité des jeux et des playlists ont dégringolé après 2014, mais ça, c'est mon avis personnel. Non, mais Et je je peux m'étais comprendre. amusé, et je m'étais amusé du coup à faire une petite série sur YouTube où justement je reprenais les chorégraphies, je faisais des petites mises en scène débiles. Ça avait bien marché à l'époque, mais après, du coup, j'ai dû supprimer ma chaîne YouTube pour des raisons un peu complexes. Et là, entre-temps, bah, j'ai pris 40 kilos, du coup, je peux plus danser comme je veux parce que j'ai plus l'énergie ni l'endurance. Mais j'aimerais bien m'y remettre. Ça, c'est un truc, j'aimerais bien m'y remettre. Si jamais j'arrive du coup à me remettre en forme, peut-être refaire une petite série, truc de danse. Alors, à savoir que malgré ça, des fois, je m'éclate un peu. Pour les 200, pour la vidéo, j'ai fait une vidéo spéciale pour les 200 abonnés de YouTube où j'ai fait un petit clip de danse un peu débile. Et j'ai prévu d'en faire un nouveau pour les 300 abonnés. Donc, je suis à 297 abonnés sur YouTube. Il en manque que 3. Quand on est à 300 abonnés sur YouTube, je vais refaire un clip de danse où je vais reprendre la chorégraphie de September, donc de Earth, Wind and Fire, donc une musique classique, la meilleure musique du monde, Donc ça veut dire de foncez Just vous Dance. abonner. Oui, mais allez-y tranquille parce que parce que du coup je vais devoir apprendre la Corée. Bon, je la connais déjà presque par cœur, mais il va falloir que je m'entraîne. Donc foncez, mais Et prenez votre temps. et puis j'ai aussi lancé un autre sub goal. Alors ça c'est aussi à part, c'est par rapport à Twitch vu que je fais aussi du streaming. Je me suis lancé un petit défi en fait où quand le sub goal va être atteint sur Twitch, je ferai un autre clip de danse où là par contre je vais devoir créer une chorégraphie de A à Z par moi-même. Mais c'est vraiment juste pour l'éclate, quoi. C'est juste pour que j'ai un truc à faire, tu vois, pour m'occuper, Ok. pour me remettre un peu à la danse, parce que ça, c'est le genre de truc qui m'éclate, quoi. Ok, d'accord. Et du coup, genre, avec ça, est-ce que ça t'a traversé l'esprit je sais pas, de créer une chorégraphie pour un groupe ou pour des gens, de diriger des danseurs ou pour raconter une histoire, tu vois, par exemple, vu que tu es à fond dans les fictions, tu t'es donné sur la web série, sur la fiction sonore, sur le roman, là, du coup, sur la BD, est-ce que tu t'es dit, bah, bon, après, c'est un peu compliqué de présenter des histoires aussi complexes que ça en danse, mais par exemple, de raconter une petite histoire, un petit scénario tout con à travers la danse, parce que avec du coup des décors, des déguisements, ce genre de choses-là. Bah, justement, on avait commencé, du coup, alors c'était avec mon meilleur ami et puis d'autres copains bah, qui sont dans mes projets actuels. Alors, je sais plus, je crois que c'était en 2017 ou en 2018. Je voulais justement faire une espèce de reboot de ma petite série de vidéos de Just Dance, avec un scénario un peu plus poussé, où c'était genre deux anciens danseurs en fait qui sont devenus des rivaux, qui se recroisent par hasard et qui après ils se lancent des défis. Et genre il y en a un qui commence à tuer les autres. Enfin, ça devenait un petit peu dark, mais à chaque fois ils se font des battles de danse et puis à la fin ils se fritent. Et le problème c'est qu'on avait tourné, je crois, 3 ou 4 épisodes. Et en fait, mon disque dur a lâché, j'ai tout perdu. Oh non, les boules. Ouais, et du Oh, coup, les ça boules. m'a, ça m'a complètement refroidi.
Et si je devais refaire un truc comme ça, je pense que je reprendrais le scénario là et je le retravaillerais un peu plus en profondeur pour m'éclater comme ça. Après, c'est vrai que j'avais déjà imaginé essayer par exemple de créer des histoires que je puisse vendre, en fait, tu sais. Créer par exemple des débuts de lore et les vendre à des sociétés de production qui cherchent du coup des scénarios à mettre en place. D'accord. Ou alors peut-être éventuellement du coup essayer de voir s'il y a des gens par exemple qui veulent faire de la fiction, peu importe le format, mais qui ne savent pas, qui n'ont pas beaucoup d'imagination et du coup, en fait, écrire pour eux, par exemple, tu vois, moyennant du coup rémunération. Après, le problème, enfin, il y a un très très gros problème, c'est qu'en fait, j'aime pas les gens. D'accord, ok. C'est un peu C'est, compliqué si tu veux marchander en fait et faire du je vais, commerce. alors, du coup, je vais te faire une confidence. C'est Vas-y, vas-y. l'ironie de ma vie parce que tous les trucs qui me passionnent nécessitent en fait d'avoir un très très bon relationnel avec les gens. Le problème, c'est que j'aime pas les gens. Tu vois, faire des fictions audio, bah, il faut des doubleurs, il faut des gens. Faire des métrages, bah, il faut des gens pour monter l'équipe. Il faut le cadreur, il faut l'ingé son, il faut les acteurs, il faut, tu vois, il faut plein de gens. C'est difficile de Euh, diriger des gens pour des projets en plus. En C'est c'est- général, c'est un travail alors humain très compliqué. ouais, 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 c'est vrai que c'est pas donné à tout le monde parce qu'il faut avoir du coup un très gros sang-froid. Ouais. Je pense qu'aussi le plus important, c'est d'avoir un très bon esprit d'analyse dans le sens où il faut que tu sois capable. Quand une nouvelle personne se présente devant toi pour ce genre de projet, il faut que tu puisses le cerner assez rapidement pour pouvoir t'adapter à lui, pour faire en sorte que si cette personne elle convient à ton projet, que tu puisses la garder près de toi. Tu vois, il faut pas du coup y aller en mode YOLO et agir un peu comme tu le veux parce que certaines personnes ça va peut-être les froisser et ça va les freiner et ils vont partir. C'est que Tu ça en vois, permanence. C'est que ça en permanence. Tu vois, surtout aussi ça dans le monde du cinéma et tout. Genre, c'est souvent, enfin, c'est surtout essayer d'avoir la meilleure approche possible. Toi, surtout quand tu veux travailler pour quelqu'un, d'être le plus présentable et de t'adapter aux gens, mais surtout quand tu es chef de projet aussi, d'adapter en fonction absolument avec tout le monde, tu vois. alors après, à noter quand même il y a deux écoles, hein, il faut le savoir, parce que là, ce que je suis en train de te dire, ça vaut surtout pour des projets entre guillemets amateurs ou qui ne nécessitent pas énormément de budget. Parce que note bien qu'à partir du moment où la rémunération est présente et qu'elle est conséquente, en général, les personnes qui se présentent pour participer à un projet sont un peu plus, on va dire, tranquilles. C'est un peu plus simple de travailler avec eux dans le sens où eux, ils sont là, alors, on va dire 80% pour le craft, mais 20% aussi quand même pour la thune. Et ils veulent pas risquer de perdre cette thune dont ils ont besoin. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. C'est des mots assez durs à dire, à prononcer, mais malheureusement, c'est ça la vérité. Tu vas parler à des gens qui vont te dire non, la thune, je m'en fous, je suis là pour m'éclater et tout, etc. Les droits, machin, machin. Ils vont pouvoir te sortir tous les arguments que tu veux. À la fin de la journée, ils veulent leur chèque. Ils veulent leur chèque parce qu'ils ont des factures à payer, ils ont des bouches à nourrir. Et ça, c'est une vérité absolument immuable que certaines personnes essayent de discréditer. Tu vois, ils veulent te faire croire que non, ils sont absolument là pour le craft. Et là, tu leur dis, bah ok, dans ce cas-là, je te fais pas de chèque, vu que tu es là pour le craft, et ils vont faire, bah non, parce qu'il faut que je paye mes factures. Ah, donc sois pas hypocrite et assume le truc jusqu'au bout, tu vois, il n'y a pas Oui, de. tu peux être là pour la passion totalement, mais au bout d'un moment, faut que tu vives, quoi. Donc, dans tous les cas, c'est inévitable. Et, et c'est pour ça que du coup, que je dis que réussir à s'adapter à tout le monde, c'est très important, mais à partir du moment où tu sais du coup qu'il y a une rémunération qui est assez conséquente et qui, entre guillemets, maintient ton équipe en place, là, tu peux peut-être te permettre du coup de lever un peu le pied, de faire un peu comme tu veux, parce que tu sais que ils vont t'écouter, sinon ils n'auront pas leur chèque, tu vois. Ce que je dis, franchement, c'est très dur, hein, parce que c'est pas Non, des non, trucs non, que mais tu t'as essaies de dire aux entièrement gens, tu vois. raison. T'as entièrement raison parce que après eux, ils ont l'expérience, ils ont le côté professionnel qui va avec, ils sont dans le métier, etc. Donc après, eux, ils savent, c'est leur boulot, ils sont payés pour faire ces métiers, enfin, pour faire ces créations, pour que ces créations aboutissent. Tu vois, même s'il y a la passion derrière, voilà. Mm. Effectivement, contrairement à un projet amateur où il faut être assez sensible, où il faut être assez beaucoup plus attentionné envers les gens parce que ils font ça bah, gratuitement. Après, ça dépend qui c'est que t'invites et tout. Si c'est un Bien projet sûr. entre potes, tu vois, à l'école, tu te dis, bah, de toute façon, on fait ça ensemble parce qu'il faut s'entraîner, c'est super, on s'éclate. Il peut y avoir des mésententes, des désaccords, mais après, au final, tout le monde est content de ce qui a été produit, tout ça. Et après, à partir du moment effectivement, où il y a une rémunération qui est en cours, c'est pas du tout le même niveau, c'est pas du tout le même niveau, et surtout, c'est pas du tout la même expérience, quoi. Bah, c'est surtout que ça change aussi un peu la mentalité du projet, quoi. Complètement. J'ai un exemple à te donner. Alors, pour protéger la personne, je ne citerai pas son nom, bien sûr, hein, parce que je Ok. l'en veux pas. Mais sur un de mes projets, justement, alors en fait, alors, pour que tu comprennes bien du coup le contexte, euh, je pense que tu as vu les films Marvel. Tu as remarqué du coup qu'en général, quand c'est possible,
J'en ai vu quelques-uns. Marvel, ça... Marvel s'arrange toujours pour que les personnages soient toujours joués par les mêmes acteurs. À part quand il y a un décès ou dans les cas extrêmes qu'il y a des problèmes au niveau de la rémunération, etc., ils vont changer, mais en général, ils prennent toujours le même acteur pour jouer tel personnage. Oui. Ça, c'est quelque chose que moi je respecte et que j'aime bien, parce que du Après, je coup, trouve ça ça assez donne logique. bien sûr, parce que ça donne une consistance en fait à l'ensemble des projets, surtout quand c'est des projets interconnectés. Donc moi, c'est ce que j'ai voulu faire du coup pour mon univers. Je voulais absolument m'arranger pour que les personnages soient toujours joués par la même personne. D'ailleurs, du coup, la modèle qui m'a servi pour Ténéris, il faut que je la recontacte pour qu'elle vienne me redoubler le perso, mais je sais pas si elle voudra. Et ça, c'est un peu chiant. Mais il y avait une autre actrice, en fait, qui avait joué un personnage dans mes premiers projets. J'ai voulu la faire revenir, en fait, pour un des projets, enfin, alors pas actuel, mais un des projets que j'ai fait il y a 1 ou 2 ans. Mhm. Et elle avait refusé, en fait, parce qu'elle voulait plus, du coup, elle voulait plus, du coup, s'associer à mes projets, pour des raisons dont je ne vais pas t'embêter avec. Mais par contre, j'ai voulu tester un truc et je lui ai proposé une petite rémunération. Et là, tout de suite, elle a été extrêmement conciliante. D'accord. Tu vois, comme quoi, alors, c'est quelque chose que je comprends, mais je trouve ça dommage. Parce que le rapport, en fait, humain entre cette personne et moi, Mais c'est l'argent, du coup. c'est l'argent. Parce que malgré le fait que sur le tournage et le projet, donc il y avait une bonne entente, on s'entendait bien, il n'y avait pas de souci, il n'y avait pas de prise de tête. Je veux dire, techniquement, tu vois, c'est juste en fait un morceau de papier qui a changé la donne. Et moi, je trouve ça malheureux parce que je veux dire, si la personne, tu l'apprécies et que tu penses que du coup, le projet peut être fructueux, peut-être que ça va te donner une petite expérience supplémentaire ou quoi, pourquoi dire non juste parce qu'il n'y a pas d'argent derrière? Alors, moi, je me suis posé cette question-là pendant très longtemps et après, j'ai réalisé du coup bah, que forcément, alors voilà, tout travail mérite salaire, c'est quelque chose que je comprends parfaitement, mais la raison principale, c'est parce qu'en fait, dans ce monde-là, alors ça vaut aussi bien pour les métrages IRL que pour les fictions audio, l'image de la personne est très importante. Tu vois, j'ai un des acteurs du coup qui a fait partie de mes projets, il a décidé, alors pas de couper les ponts avec moi, mais de ne plus participer à mes projets. Et il me l'a dit clairement, on s'était vu, hein, il m'avait même appelé. Il m'avait dit, écoute Sam, j'ai adoré bosser avec toi, moi je t'aime bien en tant que personne. C'est juste que là, j'essaie de devenir quelqu'un de professionnel dans le métier. Je peux plus me permettre du coup d'apparaître dans des projets amateurs parce que ça risque de ternir mon image. Donc du coup, voilà, je te dis, si ça te dérange pas, je ne bosserai plus avec tes projets, dans tes projets, etc. Sur le papier, il y en a plein qui m'ont dit ah mais quel enfoiré, ça se fait pas, c'est pas sympa et tout. Moi je dis non, il a entièrement raison parce que si moi je suis un frein pour sa carrière, bah en fait c'est moi le bâtard, tu vois. Parce que c'est pas de sa faute en fait. Lui, il a pris du jalon parce qu'il a beaucoup de talent. Il veut du coup se professionnaliser. Si un de ses potentiels employeurs, il se dit ah bah non, bah, il joue pour des mecs comme ça qui font des trucs amateurs sans budget, c'est de la merde. Non non, je le veux pas avec moi. Bah, du coup, il perd une opportunité, tu vois. Je trouve ça un peu bête en fait, en vrai, parce que je veux dire, même si tu commences. Après, il a totalement raison, parce qu'après, s'il tombe sur des gens comme ça qui veulent pas récupérer des acteurs sous prétexte qu'ils jouent avec telle ou telle personne, machin, parce que c'est amateur ou quoi, je trouve ça un peu dommage. Après, le fait qu'ils veulent se lancer vraiment dans une carrière professionnelle, je trouve ça totalement raison. On peut pas le blâmer, Tu vois. et puis voilà, c'est normal de le laisser partir pour faire sa vie. Mais après, je trouve ça dommage, parce que dans le sens où bah, tu peux quand même faire des projets pour lesquels tu es rémunéré, tu vois. Et puis à côté, juste parce que tu kiffes, tu vas juste simplement bah, être acteur, tout simplement. Tu vas jouer dans des projets amateurs et au pire, qu'est-ce que ça peut faire? Tu vois, juste, bah, les gens ils sont contents de te recevoir parce qu'ils adorent ton jeu, tu conviens parfaitement au personnage. Si tu fais un truc amateur, peut-être ça va apporter un petit cachet, voilà, si jamais ils ont les moyens ou alors pas du tout. Et de toute façon, tu sais très bien que derrière, tu seras pris pour d'autres trucs où tu seras rémunéré. Et je trouve ça dommage parce que c'est juste bah, au moins participer à des choses pour faire valoir le travail des gens, quoi, aussi. Mais tu vois, je C'est suis un entièrement peu, c'est un d'accord peu avec. dommage. Ça a toujours été mon argumentation. C'est ce que tu viens de dire mot pour mot. J'ai toujours pensé ça. Mais après, il faut que nous, on arrive aussi à se mettre à la place de ces gens-là, ceux qui recrutent et qui vont se dire ça. Pourquoi? Parce que il faut quand même prendre en compte, et encore une fois, je suis désolé, mais tout revient à ça. L'argent joue beaucoup. L'argent est le dénominateur commun pour tous ces problèmes. Parce qu'à partir du moment où, en fait, où par exemple, et je vais te sortir un exemple dans 2 secondes hein, pour justifier mon argumentation. À partir du moment où toi, en tant que personne, en tant que créateur, donc si tu es acteur, doubleur, ou etc., si tu es une personne qui génère de l'argent, tu deviens assez important pour qu'on détruise tout ce qu'il y a autour de toi de négatif qui peut faire en sorte que tu ne génères plus cet argent. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que
toi, en tant que doubleur ou acteur, si tu vas faire un super taf pour un gros projet et que ce projet-là va générer beaucoup de thunes, si après tu te retrouves dans un projet qui ne génère pas de thunes et que après la qualité va te mettre un frein, tu ne vas pas toi générer de thunes pour d'autres projets et on va te voir en fait comme un frein, tu vois. Ouais, non, mais je veux C'est entièrement ce que tu veux c'est- dire. c'est ça l'argument que ces personnes-là elles ont et en soi c'est justifiable. Je prends donc l'exemple que je veux te donner du coup, c'est la double. Je sais pas si tu as entendu le sketch qu'il y a eu pour Bayonetta 3. Non, pas du tout. J'ai pas trop suivi l'actu jeux vidéo, tout ça. Alors, alors en fait, en gros, donc Bayonetta, le personnage, bon, je pense que tu vois qui c'est le Oui, oui, personnage, j'ai vu le trailer la là, pour le sorcière. dernier là. Donc en fait, Helen Taylor, c'est la doubleuse qui a doublé le personnage dans le 1, dans le 2, dans Super Smash Bros, etc. D'accord. Elle a une voix absolument unique et c'est elle qui a créé le personnage en gros, tu vois, grâce à son ton de voix. D'accord. Tu ne peux pas dissocier Bayonetta de cette actrice. Ouais. Elle n'a pas été rappelée pour le 3 et elle a été remplacée par Jennifer Hale. Jennifer Hale, on la connaît, elle a fait plein de trucs. Et personne n'avait compris pourquoi. Et ben la semaine dernière, Elena Taylor, elle a fait en fait une série de tweets où elle a expliqué qu'en gros la boîte, elle avait il lui avait, en fait, il avait dit qu'ils allaient, en gros, la sous-payer, qu'ils voulaient la payer que 4000 balles pour la session pour tout le jeu. Et je sais pas si toi tu connais un peu les tarifs par rapport au doublage audio, mais un doubleur audio de qualité comme ça coûte très 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 cher. En général, ils sont pas payés en dessous des 5 chiffres. Tu vois, pour te dire. Ok. Et là, en gros, elle a dit que bah non, Platinum Games, ils voulaient me payer que 4000 balles pour tout le projet. C'est Donc on c'est une t'enlève claque dans la gueule. 90% de ton salaire, quoi. En gros, c'était ça. Bon, après, il y a le revers de la médaille où Platinum Games, ils ont dit que c'était pas vrai, etc. Bon, voilà, c'est parti en sucette. Hmm. Mais pour ainsi dire, en gros, à cause d'une histoire de chiffres, tout le projet est parti en sucette. Ils ont été obligés de faire un choix difficile. Mais le truc, c'est que Elena Taylor, de son côté, tu vois, elle avait l'expérience du domaine. Elle sait en fait que sa voix et que son travail est unique et il est, comment dire, c'est quoi le mot que je cherche? Il est désiré. Tu vois, il est désiré en fait. Je veux dire, si tu as Elena Taylor dans ton projet, tu vas faire des millions. Donc, tu vois, en tant que personne, en tant que créatrice en fait de ce genre de choses, elle a une valeur inestimable. Donc, du coup, ce serait normal pour elle de dire bah non, je vais pas jouer dans un truc amateur parce que non seulement je vais pas pouvoir exprimer mon plein potentiel, mais en plus, je vais servir à quoi numériquement je vais servir à quoi au niveau de la thune, tu vois. Tu vois, donc c'est pour ça que c'est un peu dommage. Enfin, c'est un peu dommage. C'est très dangereux en fait de trouver vraiment la limite entre le monde amateur et le monde professionnel dans la création. Là, maintenant, je parle du coup de fiction audio parce que bon, voilà, nous on s'est connus au niveau de la fiction audio, donc c'est bien de revenir sur le sujet. Et, euh, et c'est pour ça que moi, techniquement, en fait, j'essaye de pas trop rentrer là-dedans parce que je pense Paul il y a beaucoup de gens qui ne réalisent pas à quel point le monde de la création, que ce soit les métrages, les fictions audio, tout ça, il est difficile. Ah non, Pas parce que, pas nécessairement à cause du talent qu'on peut tous avoir. On a tous un talent caché. On peut tous faire de la fiction audio, on peut tous faire des films. Il faut juste qu'on trouve la force en nous de vouloir le faire. les inspirations aussi, il faut avoir Les énormément de inspirations, culture bien G, évidemment. faut beaucoup avoir de références aussi. Culture G, c'est peut-être pas forcément nécessaire. Moi, ma culture G, elle est littéralement de zéro et je m'en sors plutôt pas mal. Mais ce que Oui, après le point, ça dépend les projets, ça dépend les projets. non, bien sûr, mais le point que je voulais souligner, tu vois, c'est que moi personnellement, je j'ai pas voulu rentrer là-dedans parce que dans le professionnel parce que c'est très difficile, mais pas nécessairement par rapport à ton talent personnel, mais par rapport à tout ce qu'il y a autour, par rapport à la pression en fait qu'on va pouvoir mettre sur tes épaules, de par tes employeurs, de par les collègues avec qui tu vas pouvoir travailler, de par le craft que tu as envie de mettre en place. Parce que le problème, c'est que la création audiovisuelle, tu as une infinité de règles à suivre, de codes à respecter, et en fait, ça te bride, mais de ouf, sur tout ce que tu as envie de mettre en avant. Tu es obligé de faire T'es obligé d'écrire un roman avec tel ou tel code pour que ce soit acceptable chez un imprimeur. T'es obligé de tourner un film de telle manière, avec telle caméra, pour pas que tu te fasses démonter par les critiques. T'es obligé de faire un mixage audio avec tel logiciel, avec tel audio machin, pour que ce soit acceptable à l'écoute. Je veux dire, putain, mais... Ouais, t'as Ah, beaucoup trop de mais, contraintes. mais exactement, exactement. Et le problème, c'est que si tu fais un seul truc de travers, tu te fais enterrer en 2 secondes. Tu vois, alors que pourtant, normalement, on est censé tous être animés par la passion de créer, tu vois. Ouais, ouais, clairement. Et, et moi, ça, je trouve ça absolument répugnant. Alors, bien évidemment, je respecte le fait qu'il faut quand même mettre en place un minimum comment dire, de logique et de règles à suivre pour que ce soit, donc, du coup, voilà, au goût de tout le monde, entre guillemets, parce qu'on a tous besoin de trouver notre public.
Mais c'est trop, c'est trop, tu vois. Et puis on est beaucoup sur Terre, il y a tellement, on est 8 milliards d'humains, il y a pratiquement autant d'opinions, donc tu vois, ça pas. Bah, Alors vu que l'industrie du cinéma s'est vachement développée, etc., bah, du coup, il y a beaucoup de codes qui se sont installés, il y a beaucoup comment on appelle ça, de règlements, etc. Donc après, forcément, tu as des choses à respecter au niveau des codes artistiques et tout, enfin, normal. Après, à interpréter en fonction du coup, ils sont différemment interprétables et applicables, voilà. Mais après, le problème, effectivement, c'est que quand tu vas arriver avec un projet amateur, bah, tu vas rapidement te faire descendre parce que ah là, ça tremble un peu, ah là, ça ceci, ah là, c'est cela. Et évidemment, vu que dans l'industrie, bah, les mecs, c'est pété de pognon, bah, du coup, t'as pas le matos qu'il faut, t'as pas. Voilà, donc forcément, il y a toutes les. T'as pas les contraintes professionnelles, mais d'un côté, bah, t'as tout le reste que tu n'as pas, quoi. Bah, c'est ça. Et le pire, tu vois, c'est que en 2022, par exemple, si tu si tu tournes pas en 4K 60 FPS, t'es considéré comme une sous-merde. Alors qu'il y en a, en fait, tu vois, qui ont pas forcément le budget pour acheter un GH4 ou un truc comme ça, tu vois. Moi, personnellement, la caméra que j'utilise, c'est un caméscope Sony 4K. Alors, c'est du mytho 4K, c'est pas du vrai, c'est du 50 FPS. Je peux pas mettre 1200 balles dans un boîtier GH4 parce que ça coûte beaucoup trop cher. Alors oui, effectivement, si je prenais sur moi et que je mettais un peu de côté, que je me le prendrais, je pourrais faire des trucs un peu plus quali, mais je peux pas et c'est pas donné à tout le C'est monde. pas la priorité, quoi, aussi, tu vois. Genre, Et à côté de ça, tu vois, t'as des gens, bah, ils lâchent 1200 balles dans des iPhone 7 qui font une meilleure image que du coup un caméscope, tu vois. Je veux dire. Et les gens là, ils font rien avec. Enfin, tu vois, c'est. ouais, parce qu'ils s'en foutent, eux, ils veulent pas créer avec, ils s'en foutent Non, de bien ça. sûr. Mais après, tu vois, bon, voilà, tu vois, mon discours, il paraît un peu défaitiste et tout. Mais je veux dire, malheureusement, c'est la réalité dans laquelle on doit vivre et c'est extrêmement dur. Et moi, le problème, c'est que je sais que j'aurais pas la force mentale pour affronter tout ça. Tu vois, c'est pour ça que j'ai laissé tomber le projet du long métrage et je suis passé sur un roman parce que c'est beaucoup plus simple, parce qu'il y a que moi qui gère ça et du coup, c'est moins prise de tête. Après, bien évidemment, voilà, je ne peux que conseiller et encourager tous ceux qui veulent faire ça de se lancer à fond dedans s'ils se sentent capables de le faire, parce qu'il y en a plein qui ont réussi à le faire et il y en a d'autres qui réussiront à le faire, d'accord. Mon cas est unique, hein, je ne parle pas pour toute la communauté créatrice. Par contre, si je peux souligner un truc, c'est que je pense quand même que sur le papier, même si c'est compliqué, c'est beaucoup plus simple de créer une fiction audio qu'un métrage. Clairement, clairement. Bah, le truc, déjà, t'as énormément de contraintes qui n'y sont pas. Déjà, bon, après, au niveau du son, bon, c'est juste avoir un bon micro, un bon PC, et après, de travailler son jeu d'acteur, tout ça, ou son mixage, ou ses qualités de monteur, mixeur. Mm. Mais après, oui, c'est bon, t'as la lumière que t'es obligé de t'emmerder, la composition du cadre, t'as plein effectivement de, C'est ça. de contraintes techniques qu'il n'y a pas, effectivement. J'avais juste quelques petites questions. Ouais, bien sûr. Euh, Déjà, je voulais en revenir parce que du coup, j'étais happé par absolument tout ce que tu me disais, mais du coup, j'ai gardé mes réflexions pour plus tard. Euh, je voulais juste faire remarquer qu'effectivement, tu disais au début avec la web série que vous avez fait du coup il y a quelques années, effectivement, même si vous avez absolument pas de matos ni de budget, etc., bah, le truc c'est que tu t'en fous parce que c'est vu que tu que la passion là-dessus, tu vois, et t'as pas ces contraintes techniques, enfin t'as les contraintes techniques d'un tournage, mais t'as pas les contraintes budgétaires ou ce genre de choses-là, et tu fais absolument tout ce que tu peux pour éviter que ça te coûte bah, de l'argent et tu fais avec ce que t'as, mais du coup Mm. t'es tellement à fond dedans que tu peux être que fier de ce que t'as fait, tu vois. Parce que genre c'était Mm. juste un bon moment et c'est forcément ces trucs-là, c'est ceux que t'apprécies le plus en fait. Bien C'est sûr. les choses que t'apprécies le plus, les petites choses comme ça que tu fais dans ton coin. Bien sûr, bien sûr. Quand tu pars du principe, enfin, tu sais, j'appelle ça le délire entre potes, tu vois. Les délires entre potes, en général, ça se passe toujours très bien parce que vous êtes entre vous, vous savez ce que vous voulez, vous êtes d'accord en fait sur le projet, et du coup, vous vous éclatez, il n'y a pas de souci. Après, c'est vrai que dans l'idée, j'ai jamais eu la prétention de pouvoir devenir un as dans le métier, tu vois. La preuve en est, hein, c'est que après 10 ans de création, je suis toujours dans l'ombre. Bon, après ça, c'est un choix personnel aussi parce que je déteste les réseaux sociaux, je ne suis pas présent dessus et du T'aimes pas coup, trop si être t'es le pas centre de présent, l'attention, quoi. j'aime pas, parce que pour être honnête, voilà, en grandissant, j'ai souvent été descendu par mon entourage par rapport à ce que je faisais, comme quoi c'était nul à chier et tout. Donc à l'époque, j'ai pas eu la force mentale de me battre contre ça, je me suis laissé un peu écraser. Ça a modifié un peu ma façon de penser, ma façon de voir les choses. Du coup, maintenant, en fait, je me prends peu la tête, je fais mes trucs pour moi. Si ça plaît, ça plaît. Si ça plaît pas, j'en ai rien à battre. Tu vois, là, c'est vraiment juste, vraiment que la passion. Alors que techniquement, dans la création audiovisuelle, tu es censé, du coup,
ça ramène en fait toujours le grand débat que les gens peuvent avoir, et malheureusement, je ne vois pas assez de gens en parler. La grande question où qu'est-ce qui est le plus important dans la vie? La satisfaction personnelle ou la validation d'autrui? Tu vois, c'est ça la grande question qu'il faut se poser, surtout dans ce domaine-là. Parce que quand tu vas créer un projet, est-ce que c'est juste pour toi que tu le fais ou est-ce que c'est vraiment juste parce que tu veux épater les gens, parce que tu veux les faire rêver, etc. En prenant le risque, du coup, qu'ils te crachent à la gueule en te disant que c'est de la merde. Et, et en fait, moi, je ne peux pas me permettre d'être hypocrite en disant que j'ai jamais voulu ça, parce que je l'ai voulu. Je me suis dit au début, quand j'ai créé mes choses, je me suis dit, ben voilà, j'espère vraiment que si ça marche, que ça va pouvoir me mener à d'autres trucs, des trucs un peu plus gros, que je puisse réussir peut-être à en vivre, etc. Mais j'ai rapidement compris que c'était pas fait pour moi et que du coup, moi, tout ce que j'allais pouvoir faire, c'était juste m'éclater, raconter mes histoires comme je le veux et le faire pour moi. C'est très égoïste, hein, ce que je dis, je le sais, mais Non, non, pas en du tout cas, tout, pas du tout. En vrai, bah, c'est comme ça que ça marche pour moi. c'est bien que tu te sois rendu compte parce qu'au final, tu te dis, je fais mes trucs pour moi, etc. Bon, tu as quand même la volonté et l'envie que ça plaise aux gens, ce que tu produis, mais t'as pas cette pression derrière de toujours devoir faire mieux, de toujours devoir plaire en fonction des gens, des nouvelles tendances, ce genre de trucs-là, en fonction enfin, de plein de choses. Et Bah, ça, tu vois, c'est un point, j'ai jamais réussi à le. Enfin, on va dire que sur le papier, je le comprends, mais c'est pas quelque chose que j'accepte. Le fait de devoir toujours te plier aux tendances juste pour réussir. Tu vois, parce que j'ai l'impression que ça fait de toi, en fait, une espèce de mouton qui ne sait pas, en fait, se démarquer, tu vois. Tu sais, genre, il faut être sur TikTok, faire des vidéos, machin, il faut être sur Twitter et faire truc. Il faut faire tel genre de chronique pour que ça passe. Je veux dire, en fait, c'est la solution de facilité, tu vois. Bien évidemment, quand on peut le faire, il faut le faire, parce que la vie, elle est déjà assez dure comme ça. Si on peut se la rendre un peu plus facile, on est débile de pas le faire. Mais au niveau de la création, je pense que le plus important, c'est vraiment réussir à créer quelque chose qui nous appartient à nous. Tu vois, c'est parce que peu importe ce que tu vas faire, on va toujours dire ah, ça me fait penser à ça, ah, ça ressemble à telle série, ah, on dit il y avait ça dans tel film. Dire, putain, oui, d'accord, il y a des références partout, mais en 2022, quasiment tout existe. C'est extrêmement difficile de créer un truc complètement original. Donc, il suffit juste en fait de réussir à surfer sur les codes existants, tourner l'histoire à sa sauce et espérer du coup que ça fasse le buzz. Tu vois, et c'est extrêmement difficile. Mais moi, je trouve ça extrêmement dommage qu'il y a beaucoup de créateurs qui se cantonnent à une seule idée juste parce que, voilà, ouais, c'est la tendance, machin, etc. Pareil pour le stream, tu vois, je veux dire, t'es censé, en fait, toujours jouer au jeu le plus en tendance, genre une Fortnite ou une connerie de Call of de merde, parce que tout le monde y joue, parce que c'est que comme ça. Non, je suis désolé, c'est. Enfin, après, moi, c'est que mon avis. Je sais très bien que j'ai tort sur les grandes lignes, parce que parce que les gens qui font comme ça, ils réussissent parce que ça marche. Mais en termes, non, en je crois termes que de t'as pas mental envie. humain, tu vois, c'est. T'as juste pas envie de vivre comme ça et de produire et de créer comme ça, c'est tout. Voilà, Mm. c'est propre à toi, tout simplement. Bah oui, mais c'est bon. C'est juste qu'après, voilà, par rapport à la majorité, c'est débile. C'est pas bien de faire comme ça. Parce que du coup, moi, sur le long terme, je suis perdant parce que je ne gagne pas ma vie, parce que j'ai décidé de rester dans ma niche. C'est juste qu'en fait, la satisfaction personnelle, elle est là dans le sens où je dis, ouais, non, je fais ce que je veux, je suis en contrôle de ma vie, tu vois. Oui, complètement. Et puis tu es juste satisfait de ce que tu produis parce que tu as passé beaucoup de temps dessus. Tu prends le temps Mm. pour toi, surtout avant de te dire, ah, putain, ça va faire plein de vues, etc. Quoi. C'est le grand débat interminable de la vie, podcast, hein. C'est exactement ça. On pourrait y passer des heures à balancer des phrases toutes faites, tu sais, en mode genre, Mm. ah bah c'est comme ça, hein. Ouais, ouais, c'est ça. Alors, j'aurais juste une dernière petite question, parce que du coup, tu es passé de la web série à la fiction sonore, à la BD, au roman, etc. Ouais. J'aurais juste deux, trois petits trucs à dire, après on va terminer. La première question, le reste, c'est pas des questions, mais première chose, petite question, comment tu as connu la fiction sonore et comment tu es arrivé à en faire du coup? Alors, j'avais eu une première expérience avec la fiction sonore il y a 20 ans, en fait. Parce que mon meilleur ami de l'époque, avec qui, du coup, on avait créé Calamity Wars, lui aussi, en fait, il avait monté avec un groupe d'amis. Et d'ailleurs, il me semble qu'il avait travaillé avec Durandal, si je dis pas de conneries. Je pense que tu connais Durandal. Oui, oui, oui. Il avait créé, en fait, une petite fiction audio. Alors, c'était un peu une connerie. En fait, en gros, ils étaient animateurs d'une radio. Et ça s'appelle NKV International. Je sais pas si ça te dit quelque chose. Pas du tout. Et en gros, mon meilleur ami, c'était un des présentateurs. Et en fait, il m'avait invité du coup à faire une petite voix sur l'émission. On avait fait deux, trois conneries dessus. J'avais même monté un épisode à un moment.
Et on avait fait quelques délires comme ça. Bon, après, le projet est tombé à l'eau parce que voilà, tout le monde est parti faire sa vie, l'école, le mariage, les gosses, etc. Machin. Mhm. Donc, ça, c'était une première expérience que j'avais. Et j'avais trouvé ça fun à l'époque. Mais après, je suis jamais vraiment retombé dedans. Et après, comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, une fois que j'avais terminé Histoire courte, j'avais pas de solution pour réussir à raconter la suite de l'histoire parce qu'au niveau budgétaire et fixe, ça allait être impossible. Et là, j'ai repensé à ça. J'ai dit, putain, mais en fiction audio, en fait, tu peux faire ce que tu veux. À l'époque, j'avais écouté un peu du Donjon Nalbuck. Bon, j'avais pas tout écouté, mais j'avais écouté un peu. Et je me suis dit, mais ouais, mais en fait, tu peux faire ce que tu veux là-dedans. Et c'est là, du coup, que j'ai commencé à fouiller un peu partout. J'ai découvert Netophonix, je suis tombé sur certains autres forums. Et donc là, j'ai commencé à créer mon Discord, j'ai commencé à recruter des gens, machin. Enfin, alors pour les chroniques de Zach Patton, je m'étais cantonné du coup à tous les copains avec qui j'avais fait mes projets vidéo, parce que j'ai fait revenir leurs personnages, donc forcément ils étaient venus chez moi. Et, Mhm. et en fait, la fiction audio là, j'avais encore un micro de merde, donc la qualité elle est vraiment dégueulasse. Hein. Maintenant en rétrospective, c'est vraiment dégueulasse. Après l'histoire, j'en étais quand même content. Oui, c'est le Mais principal. voilà. En fait, c'est pas longtemps après ça, je me suis dit, bah, si je dois refaire une fiction audio, je vais essayer quand même de faire un peu mieux. Et c'est là que j'ai commencé à chercher un peu partout. Donc, je suis tombé sur Netophonix. Je me suis inscrit, j'ai commencé à me présenter, etc. Et là, on m'a rebalancé sur les Discord. C'est là que j'ai fini, du coup, chez Audiodidacte, fiction sonore. Plus tard, j'ai connu la team Javras. Et de fil en aiguille, ben, du coup, voilà, j'ai commencé à. Genre, je me suis vraiment éclaté à faire les fictions audio là. Donc, du coup, Cthulhu, je viens de le voir. Salut Cthulhu! Il est là dans la loge. Il est Qui est, partout. qui, est un, qui est un des cofondateurs du coup de Lidact. J'ai fait une fiction audio pour eux, donc j'ai écrit un des épisodes de James Rico. On a fait un crossover avec mon univers du coup qui s'appelle La Dimension Z, qui fait partie du coup de l'acte 2. Et, je m'étais bien éclaté là-dessus. Après, je me suis dit, allez, c'est bon, je pense que j'ai fait le tour un peu du format, donc je vais arrêter là. Mais bon, voilà, j'avais quand même envie d'en faire une dernière, un gros morceau, avec Star Master, du coup, Tempête Galactique. Star Euh, Masterclass. Star Masterclass, merci. Il n'y a pas de Tu souci. joues quel perso déjà dedans? Rappelle-moi. Il me semble que c'est Orion, c'est ça? Auron, Oron, yes. pardon. Voilà. Alors du coup, à tous ceux qui écoutent, je vous suggère d'aller sur YouTube, vous tapez Star Master Tempête Galactique, c'est une fiction audio, c'est un space opéra qui dure 2h06, il y a 46 personnages, 33 doubleurs, et parmi eux, votre cher hôte, Paul Cast, qui m'a fait un super travail. Bonsoir, Donc merci beaucoup. n'hésitez pas à l'écouter. Voilà, je me suis permis de faire un peu de pub, mais c'est aussi pour toi, donc Oh, mais non, mais on est là pour ça, pour on est là pour profiter. ça, t'es là pour ça, il n'y a pas de souci. Aussi. Voilà. Donc, du coup, n'hésitez pas à aller voir. Du coup, les liens, de toute façon, de la chaîne YouTube, du Discord, sont en description. Et je voulais te demander aussi, est-ce que tu aurais des liens sur quoi tu as posté tes romans? Est-ce qu'ils sont sous format papier ou est-ce que tu les as d'abord postés en e-book? Alors du coup, quelque chose de très important à noter par rapport à ces livres-là. Donc, en fait, je suis passé par la compagnie qui s'appelle YouStory. C'est une société d'auto-édition, d'accord? Ok, Donc, à la base, en fait, comme je t'ai dit, les 10 premiers romans que j'ai écrits, c'était des romans individuels qui faisaient à peu près une centaine de pages chacun. Et ils ont été uniquement publiés donc en format digital, d'accord, en numérique. ok. Ensuite, j'ai tout rassemblé dans une grosse intégrale de 750 pages qui, elle, est disponible en numérique et en impression à la demande. Donc, si tu la commandes sur le site de YouStory, tu pourras la voir du coup en physique chez toi. À noter par contre que malheureusement, le contrat de ces romans se termine à la fin de cette année. Parce qu'ils sont sortis, parce que techniquement, je les ai écrits il y a 2 ans, donc en fait, ils ont été assez sympas d'étendre mon contrat d'un an sans frais supplémentaires, mais tous les contrats se terminent donc fin décembre. Ah, mais par contre, en contrepartie, ce que je suis en train de travailler là-dessus, et notre cher Melvo est présent aussi dans la loge, je vais transformer ces livres en livres audio, grâce à Melvo qui sera mon narrateur du coup. Là, on est en train de travailler dessus. Il m'a déjà complété 3 romans. Il est en train de travailler sur le quatrième. Et on va s'arranger du coup pour que les 10 romans soient complétés en format livre audio d'ici la fin de l'année pour que je puisse justement les mettre en ligne sur ma chaîne à la place des vidéos teaser pour qu'ils soient à nouveau accessibles parce qu'une fois qu'ils seront plus à la vente, bah, ils seront disponibles nulle part. D'accord. Et Voilà. ces versions livre audio un peu plus style audible, juste avec du coup Melvo Voilà, c'est ça. qui va faire le C'est juste du narrateur. livre audio. Alors, du coup, je veux juste quand même te donner une précision. J'ai un truc. Alors, il y a un truc que j'ai décidé il y a pas longtemps. Melvo n'est pas au courant, donc là, il va l'apprendre en exclusivité pendant le live. Ça sera sur YouTube. Euh, alors, déjà, tout est sur YouTube, ça c'est prévu. Donc, du coup, les tomes 1 à 9, ça sera vraiment que du coup de livre audio avec juste Melvo en narrateur qui fait aussi les voix des personnages. Par contre, j'ai prévu en fait
que le 10e tome, le dernier, ce soit un mix entre livre audio et fiction. Et je t'explique très simplement, tout ce que je veux, c'est qu'en fait, les personnages impliqués dans le tome soient doublés par leur doubleur d'origine. C'est tout. Yes. Voilà. Alors, il n'y aura pas d'effets spéciaux, il n'y aura pas de montage à la fiction audio, ça sera vraiment juste, au lieu que ce soit Melvaux qui parle, qui parle à la place des personnages, que quand les personnages parlent, ce soit leur doubleur d'origine. Alors, il y a certains persos que je ne vais pas pouvoir récupérer parce que les personnages enfin, les personnes en question, je ne leur parle plus depuis très longtemps, j'ai plus de nouvelles. Donc, je vais devoir faire un casting. Mais la plupart, normalement, je devrais pouvoir les récupérer. Si jamais ça peut pas se faire, Melvaux, je pense qu'il me fera du coup quand même au moins une version où il me double tout, comme ça au moins je peux me rabattre là-dessus. Mais moi j'aimerais bien du coup récupérer les anciens doubleurs pour pouvoir faire vraiment que le dernier tome soit le plus épique de tous. D'accord. Et aussi du coup à noter que mon prochain roman que je suis en train d'écrire, enfin en fait il est terminé, là je suis en train je dois juste finaliser la correction et envoyer le dossier du coup à YouStory. Donc Demetora et le Cercle du Trèfle sortira normalement fin janvier, début février. Ok, super. Et du coup, tout simplement, il faut aller sur le site de. Alors, ça s'appelle YouStory, hein, YOUSTORY. Ok. Vous avez juste à taper mon nom, Oncle Sam Production ou Samuel Montesanti, c'est mon vrai nom. Et normalement, vous devriez pouvoir trouver ma page et vous trouverez les livres dessus. Donc, encore une fois, à noter que mes 10 premiers romans ne sont disponibles que jusqu'à fin décembre. Après, ça sera le vide pendant un mois ou deux et vous pourrez voir le nouveau roman, Demetora et le Cercle du Trèfle. Donc foncez. Et tous les livres passeront en livre audio sur YouTube à partir de janvier. Je vais les poster régulièrement. Ça va aussi me servir en fait pour combler le vide qu'il y aura entre les sorties parce que j'ai pris beaucoup de retard au niveau de la BD parce que mon illustrateur il a eu des soucis et du coup il a pris du retard. Donc pour combler le vide en fait je vais poster régulièrement les livres audio de l'acte 2 pour mener du coup à la sortie de la BD qui sortira aussi sur YouStory en impression à la demande et en version digitale. D'accord, très bien. Bah, merci beaucoup. Et si je peux, je ferai aussi une version audio de la BD. Ça aussi, c'est Waouh. complexe. Je vais essayer, je vais voir ce que je peux faire, mais il y a encore du boulot, quoi. Mais qui va faire du cross format à chaque fois, pas un format par-dessus le format, ça sera Formaception. Ah, j'ai déjà mal au ventre rien que d'y penser, putain. Putain, je suis déjà en train de stresser, merde, alors que j'ai à peine commencé, fait chier quoi. C'est ça. Non, mais te mets pas Voilà, la voilà. pression, prends ton temps. Oui, non, mais Termine ça va déjà le ce que faire, t'es en train t'inquiète de pas. faire. Ça va le faire, ça va le faire. Ouais, oui. Et ah oui, aussi, je me permets juste un dernier truc. Si jamais vous Vas-y. voulez en savoir un petit peu plus, j'ai un site web où j'ai regroupé en fait tous les projets, le lore, etc., les persos des galeries d'images, le casting, pour que ce soit un peu, parce que là j'ai tout expliqué, c'est un peu bordélique, mais tout est bien expliqué sur le site. J'ai fait une image qui vous explique l'ordre de découverte des projets, ça rentre un peu plus en détail au niveau des personnages. C'est onclesamproduction.wixsite.com. Oncle Sam Universe, après, bon voilà, si vous arrivez à le trouver. Au pire des cas, je peux Ça- ça- t'envoyer le lien, tu le oui, mettras dans la tu me donneras tous description. les liens, ça sera en description dans tous les cas. Voilà, voilà. Bah écoute, merci énormément à toi. Ben, je t'en prie, et je me permets de faire un dernier morceau de pub. Je fais un marathon Sonic en ce moment sur ma chaîne Twitch. Je fais gagner le jeu Sonic Frontier si jamais ça intéresse quelqu'un. Donc allez-y, tout de suite. Le prochain stream Allez, commence dans 45 minutes. Voilà. let's go. Bah écoute, Voilà, c'est bon. C'est tout ce que j'ai à dire. Je ne t'embête plus. mais t'inquiète, tu m'embêtes pas du tout. Bah écoute, merci beaucoup à toi, merci beaucoup aux gens qui sont venus suivre l'interview en live sur Discord. Donc ça sera rediffusé sur YouTube dans tous les cas. Tous les liens qu'il a cités seront en description dans tous les cas, donc pour aller voir son travail. Et comme ça, vous serez au courant aussi des prochaines sorties. Donc merci beaucoup à toi. Et puis Merci pour l'invitation, podcast. bah, ça m'a fait énormément plaisir, c'était super intéressant. Merci Et, beaucoup. et puis à plus dans un nouveau format, dans un nouveau portrait MP3. À plus.